Bonjour à tous, je suis Dr Maria Hajar. J'ai le plaisir de partager avec vous un cas clinique, toujours dans le thème de l'auto-immunité que nous avons choisi d'intituler « Quand tout le monde s'invite à la danse ». Alors c'est le cas d'une femme âgée de 40 ans qui est suivie depuis 2014 pour une maladie de B7 qui a été retenue devant les critères suivants: une aphthose bipolaire récidivante d'environ 5 épisodes par an, une pseudofolliculite, des polyarthralgies inflammatoires et un HLA-B51 donc qui était positif. Alors, 8 ans plus tard, soit le 15 août 2022, la patiente installe de manière aiguë, sur quelques jours, une lourdeur des deux membres inférieurs, avec des troubles sphinctériens à type de dysurie et de constipation. L'examen neurologique avait retrouvé donc un syndrome de section médulaire avec une paraplégie, un syndrome pyramidal réflexe aux deux membres inférieurs et un niveau sensitif D4. Et devant cette symptomatologie évocatrice justement d'une atteinte médulaire, on a complété par une IRM. Donc, sur les coupes axiales en séquence... Sur les coupes axiales en séquence T2, on note la présence d'un hypersignal qui est longitudinal, qui s'étend donc de D3 jusqu'à D9, avec une nette prise de contraste à l'injection du gadolinium en regard de D8, D9. Et puis donc sur les coupes axiales, ce qu'on note, c'est la présence d'un hypersignal donc centromédulaire en forme de H, de H-sign. Et donc sur le reste des coupes, on note que par moment, l'hypersignal s'étend en antéro-postérieur avec une atteinte de plus de 50% donc du diamètre de la moelle. Oui. Difficile à voir. Je pense ici c'était plus. Ici on avait le H-sign qui était plutôt visible. Donc on complète par une ponction lombaire qui a retrouvé un aspect clair du LCR avec 10 éléments par millimètre cube. La protéine orachée était à 0,29 et la culture était stérile. On lance également un bilan auto-immun avec des sérologies virales, la recherche de bandes oligoclonales, les anticorps anti-DNA et le kit des antigènes solubles qui étaient négatifs. Donc à ce stade, la question qu'on s'était posée était: est-ce que l'atteinte médulaire relève de la maladie de B7 de la patiente, ou bien est-ce qu'il faut pousser davantage les investigations paracliniques? Donc, on s'est penché justement sur cette question au niveau de la littérature. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que l'atteinte médulaire dans le cadre de la maladie de B7 demeure rare. Si l'atteinte neurologique concerne environ 5 à 10% des patients, l'atteinte de la moelle représente, selon les séries, entre 5 et 20% des cas de neuro-B7. Ici, donc, on a une étude qui a été menée en Corée du Sud en 2016, portant sur 443 patients suivis pour neuro-B7. 59 avaient une atteinte qui était parenchymateuse, tandis que 9 seulement présentaient une atteinte médulaire, soit seulement donc 2% des patients de la série. Les auteurs ont recensé donc 10 épisodes de myélite survenus chez 10 patients, dont l'âge moyen de survenue était de 32 ans, avec un délai moyen de 10 ans entre le diagnostic et la maladie de B7. Pour ce qui est donc de l'analyse de l'imagerie, elle constitue une étape cruciale et essentielle dans notre raisonnement. À l'IRM médulaire chez les patients présentant une myélite dans le cadre de la maladie de B7, on observe dans la majorité des cas ce qu'on appelle un bagel sign. Donc il a été rapporté dans 13 cas sur 14 dans la littérature. Le signe se manifeste par une lésion qui est centromédulaire en coupe axiale, caractérisée par un centre hypo-intense, entouré d'un liseré hyper intense, parfois accompagné d'un rehaussement après injection de gado, et on l'appelle le bagel sign étant donné qu'il a la forme donc d'un bagel. Pourtant, donc, nous, ce qu'on a retrouvé à notre imagerie, c'est plutôt le H-sign, qui est typiquement retrouvé dans les myélites associés aux anticorps anti-MOG. Il reflète une atteinte préférentielle de la substance grise centrale de la moelle, prenant la forme du H, qui est visible en coupe axiale. Le signe traduit une inflammation centrée sur les cornes antérieures et postérieures, et oriente plutôt vers une MOGAD qu'une maladie de B7. Et donc, ça nous a poussé à réaliser le dosage des anticorps, qui était revenu positif pour les anticorps anti-MOG et négatif pour les anticorps anti-AQP4. Donc, de nombreuses questions également ont été recensées, notamment, donc, est-ce que la présence des anticorps était une simple coïncidence ou une réelle implication pathogénique? Est-ce qu'on peut évoquer une association entre maladie de B7 et MOGAD? Et enfin, quelle conduite adopter face à ces doubles étiquettes potentielles? On a recherché encore une fois dans la littérature et on n'a eu aucun cas d'association entre la MOGAD et la maladie de B7. En revanche, donc certains cas décrivent une MOGAD qui mime un neuro-B7 parenchymateux, et dans notre situation, plusieurs éléments renforcent l'hypothèse d'une MOGAD authentique plutôt qu'un simple mimétisme. Le fait que la patiente ait été en rémission prolongée pendant 10 ans sous colchicine seule, la positivité des anticorps et l'imagerie qui est plutôt en faveur donc d'une MOGAD. Alors, on retient le diagnostic de B7 avec MOGAD. On traite la patiente par 5 jours de bolus de méthylpred avec 2 séances d'échange plasmatique. On fait un relais par corticothérapie voie orale. On instaure le MMF, mais par contre, il n'a pas été donc initié par la patiente.
Alors, 1 an plus tard, elle a été vue par un autre médecin à titre externe qui a décidé donc d'arrêter la corticothérapie. 15 jours après, la patiente fait une rechute avec une même symptomatologie. On refait le dosage des anticorps qui étaient donc revenus positifs. On traite par une cure de BMP et elle a été mise finalement sous MMF. Donc, les données récentes recommandent donc l'instauration précoce d'un traitement de fond prolongé chez les patients à risque élevé de rechute, en particulier en présence de maladies auto-immunes associées, identifiées comme facteurs prédictifs de rechute dans la MOGAD. Notre cas donc soutient cette hypothèse, selon laquelle donc il y aurait un terrain de dysrégulation immunitaire, comme celui observé dans la maladie de B7, qui pourrait prédisposer au développement d'une MOGAD et favoriser les rechutes, soulignant l'importance d'une mise en route précoce d'un traitement de fond. Et ce qui en fait le premier cas publié dans la littérature. Et je vous remercie pour votre attention.